Cet entretien avec Myriam Sbi a été réalisé le 16 octobre 2019 et s'intitule « Anomalie discursive, métaphores et expériences limites ». Cet entretien s'inscrit dans une volonté de susciter davantage d'intérêt envers la recherche protéiforme qui est le propre de la littérature comparée. La revue Postscriptum s'engage à rendre cette recherche plus visible, tout en respectant sa profondeur et ses paradoxes. Les aveux de recherche sont donc une manière de donner la voix à différentes sensibilités littéraires. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Renato Rodriguez Lefebvre et serai évidemment l'animateur de cet entretien avec Myriam Sbi. Merci à l'équipe de Postscriptum de me permettre de m'exercer à cet entretien, à cet art oratoire qui est celui de l'entretien. J'espère bien me prêter à cet exercice et aussi aux auteurs intellectuels dont Myriam est capable, puisque en grande primeur, j'ai pu lire son mémoire aussi et qu'en grande primeur, vous allez pouvoir m'entendre réciter certains passages de son mémoire que j'espère avoir bien sélectionnés. Bonjour Myriam. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Et vous, et toi? Oui, merci. Oui, merci, ça va très très bien, évidemment. J'ai toute l'autorité de poser des questions, donc évidemment, moi je suis dans une posture éminemment agréable. Donc le sarcasme commence en force. Oh oui, évidemment, évidemment. Donc j'aimerais tout d'abord nommer en fait ton mémoire, rappeler son titre. C'était « Inscrire l'inconnaissable, anomalie métaphorique au sein de l'expérience mystique ». À titre de comparaison, lors du dernier entretien fait avec Francis Tremblay, on était dans une question peut-être un peu plus comique. On se demandait si un cheval pouvait postuler au titre de génie à partir de l'œuvre de Musil. Et aujourd'hui, on est dans quelque chose quand même d'un peu plus sérieux, c'est-à-dire les métaphores et leurs usages ou apparitions dans des textes mystiques. Donc, je voudrais te lancer une première question, chère Myriam. Tu as travaillé sur un geste langagé quand même plutôt classique, en tout cas très encerclé par des commentaires, des analyses, des livres. J'ai renommé à nouveau la métaphore. Et sans vouloir me référer à tous les auteurs et les autrices à avoir directement abordé le jeu de la métaphore, comment as-tu procédé, modestement, pour éviter que la métaphore ne devienne, par cliché, une âme rouillée de la pensée littéraire? Tu insistes beaucoup dans ton mémoire sur les tensions entre métaphore et concept, ce qui indique déjà que tu ne cherchais pas à connaître, pour ainsi dire, la métaphore, à l'enfermer dans une description discursive qui sacrifierait sa force de contamination. Première question. C'est costaud. Je pensais que c'était plus amical comme rencontre, mais non, mais c'est une bonne question. Mais je pense que mon postulat premier, c'est justement de cesser de faire de la métaphore cette figure justement statique qui consisterait en une des armes du littéraire. Puis ma conception de la métaphore, elle est beaucoup plus large, puis c'est une conception qui englobe justement le fait d'arrêter de penser en déplaçant que ce soit des signifiants, des signifiés, certaines figures ou des termes qu'on associe nécessairement ensemble pour surprendre la lectrice ou le lecteur, ou même la personne qui écrit, ou juste même la personne qui pense. Donc ça s'ancre moins dans l'étude d'une figure scellée, fossilisée, que dans cette conception de la métaphore qui est un élan de pensée qui est créé afin de surprendre le langage usuel commun qui, dans la vie des habitudes, devient pas futile ni désuet, mais qui est vidé d'une recherche quelconque de sens plus grand que le terme qu'on utilise directement, puis qui est aussi vidé de notre faculté de réfléchir au fait que le lien entre ce moi et le monde-là s'effectue d'une manière créative. Donc, en fait, dans ce langage-là usuel, on oublie que le langage s'est créé à la base. Donc, le langage est métaphore, point. Puis, ce qui me permet aussi de... Ce pont-là entre la métaphore puis le concept, c'est le fait que, justement, le concept, quant à moi, c'est cet objet qui est oublié, qui était une métaphore, parce que le concept, c'est exactement la même chose. On crée pour
une idée de quelque chose à travers le langage, mais on l'a tellement... l'autorité institutionnelle ou quelconque autorité l'érige en faisant une vérité qu'on oublie que sa nature est la même que celle de la métaphore. C'est la question? Oui, je pense que oui, c'était à peu près l'élément de réponse auquel je m'attendais. C'est pas ton examen de soutenance en passant, je te rassure. Je te rassure, j'ai pas les micros avec des professeurs en ce moment qui écoutent dans le bureau à côté. On est juste entre nous quand même. Bon. Parfait, merci. Ben, je t'en prie. Tout plaisir est pour moi. Donc après, la prochaine question. Bon. Il y en a 25 comme ça, donc... Sans être épris non plus des discours sur l'origine. Il semble néanmoins qu'il y a quand même quelques auteurs et autrices qui ont rodé dans les corridors de ta pensée. Georges Bataille, Michel de Certeau, Thérèse Davila parmi d'autres. Quelle a été, si elle a même existé, l'intuition première, sensible, qui a mené à prendre entre elles parti pour projet? D'où cet intérêt pour un corpus et une thématique quand même aussi, disons, chargée. Ben, en fait, au départ, je pense que mon intérêt, c'était plutôt de ne pas avoir de corpus. Au final, la question qui m'intéressait, c'était celle de cette question langagière de où est-ce qu'on inscrit à travers l'écriture ce qui est ineffable, ce qui est inconnu. Et le bassin mystique, pour moi, c'était un lieu assez propice, un lieu où c'était plutôt facile de frotter un peu cette idée-là. Donc c'est moins... Je pense que c'est plus par... du fait que je devais avoir un corpus que je m'y suis collée. Puis aussi, bien sûr, c'est une sensibilité littéraire qui m'est propre dans le cadre de cet écrit-là. Ça rejoint énormément de gens, les écrits mystiques. Je prétends pas être... mystique. Mystique, non, c'est ça, en marge de la marge. Mais je pense que c'est juste que c'est assez exceptionnel, cette déroute-là que permet la métaphore, elle est vraiment étincelante dans les écrits mystiques. Comme donner un exemple chez les mystiques. Oui, du fait qu'on frotte cette expérience-là avec l'inconnu absolu, un langage érotique qui ne peut que surprendre du fait qu'il est complètement... qu'il n'a aucun rapport avec Dieu ou la théologie. Donc c'est là où la métaphore s'immisce très fortement, puis dans l'expérience mystique, c'est assez fort. Mais je pense que c'est vraiment, si tu me demandes mes obsessions, c'est vraiment plus par rapport à la question de l'insuffisance du langage, notre manière de nommer, notre manière aussi de laisser cette autorité-là dicter ce qu'on veut, ce qui fait en sorte qu'on laisse le langage, mais qu'on le dénature en ne le laissant pas être mouvant. C'est vraiment cette question-là qui m'intéresse beaucoup. Puis bon, l'expérience mystique également, mais ça touche. C'est pour ça que j'ai intitulé mon mémoire « L'inconnaissable » avant expérience mystique. D'accord. Merci. D'ailleurs, je vais un peu plus préciser aussi sur la question du corpus, puisque deux des figures, disons, que tu donnes en exemple sont Simone Weil et Hellege, dont on reparlera aussi tout à l'heure. Et je te demande précisément comment lier deux figures qui sont tout de même séparées par environ 1000 ans, dans des langues séparées, et qui, quant à leur manière d'incarner leur foi, ne sont pas tellement similaires. Et je te dis ça, c'est pas scandaleux en soi, puisque j'ai fait pire. Si tu me dis ça, c'est que tu n'as pas compris ce que c'est qu'une métaphore encore. Merci. Non, mais au sens où le fait de rapprocher des éléments qui surprennent, qui sont incongrus dans notre manière de traditionnaliser ou de catégoriser certaines figures, ben c'est un peu ça rentre dans l'esprit métaphorique ou ça rentre dans cette propulsion-là de pensée. Mais là, je fais juste... Donc c'est une communauté métaphorique, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est la communauté de la métaphore, mais là tu dis en marge de la marge, mais c'est exactement ça aussi qui rapproche plus directement ces figures-là. Est-ce que la littérature comparée me permet aussi là, de pas ni les cantonner à la tradition qui, d'ailleurs, elle est dressée a posteriori d'elle et de lui. C'est Hellege et Simone Weil ne se dresseraient pas comme étant ces mystiques-là qu'on pointe comme ça. Là, c'est vraiment
nous, là, oui, sur un ajout. Qui faisons, mais je pense qu'ils sont en marge de cette marge-là parce que même à travers les communautés mystiques, elle et lui, tout à l'heure, j'ai mentionné au passage le fait que très souvent dans l'écriture mystique, la métaphore, elle est ce surplus de sens, ce surplus d'éros qui est surprenant parce qu'il n'a aucun lien avec cette expérience et solitaire et immobile et également avec le divin. Mais elle et lui, au contraire, vont faire un geste contraire et d'autant plus surprenant où elle et lui vont dépouiller le langage et vont vraiment vont clamer le vide du monde matériel sans Dieu comme étant la véritable manière de connaître Dieu, donc d'accepter ce vide-là. Donc c'est ici que moi je dresse leur communauté parce que aussi également je veux dire, Simone Weil, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup d'entre vous qui la connaissent. C'est une penseuse qui se dresse au carrefour de plusieurs traditions et de connaissances et théologiques, puis elle les absorbe, puis elle va construire sa propre manière de penser et d'écrire et de vivre Dieu. Puis c'est la même chose également pour Hallej, qui même s'il était considéré comme un soufi, qui est déjà une tradition marginale au sein de l'islam, il s'est complètement séparé des confréries soufis. Il n'a pas vraiment voulu suivre les rites et méthodes et l'adab qui est l'enseignement qu'il faut appliquer nécessairement, donc, et dans leur vie et dans leur manière d'écrire, qui est dépouillée de cet éros-là, parce qu'il faut, pour réellement connaître l'expérience mystique, dans leur manière de la métaphoriser, il faut imaginer sans connaître. C'est vraiment Simone Weil qui dit ça. Puis c'est la même chose pour Hallej aussi, qui dit si tu vois Dieu, c'est que tu ne le vois pas réellement. Et pour juste rebondir par rapport à Hallej, puis on pourra peut-être revenir aussi à Simone Weil tout à l'heure, mais c'est juste que Hallej, je pense, je le dis, est probablement moins connu quand même que Simone Weil. Il faut quand même rappeler aussi... pour essayer de le rendre un peu moins énigmatique dans la façon qui a été, disons, entendue en Occident ou dans les lettres européennes et nord-américaines, a été, disons, réintroduit par l'œuvre quand même de Louis Massignon au courant du XXe siècle, ce même Massignon qui a été d'ailleurs surnommé des fois un chrétien musulman, qui a aussi marqué, par exemple, Derrida quant à sa pensée de l'obscurité absolue. Et pour introduire un peu plus Hallej, ou essayer de voir un peu plus, disons, qu'est-ce qui a été, disons, scandaleux dans sa vie, ou disons, contexte qui était dans sa vie peut-être, il faudrait peut-être évoquer ce en quoi il a été coupable d'avoir énoncé ce qui serait, pour ainsi dire, une métaphore criminelle qui lui a valu quand même d'être exécuté et par la suite présenté ou interprété comme un genre de Christ musulman. Aussi peut-être si tu veux donner des éléments sur lui ou nous parler un peu plus de lui aussi. Mais déjà, selon la plupart des témoignages de ses disciples également, qui ont été retranscrits puis qui ont circulé dans les écoles halajjiennes, mais il a été réellement crucifié, là, c'est pas une métaphore, là. Mais littéralement. Donc, puis donc, c'est... mais la métaphore criminelle dont tu parles, c'est... Donc là, j'ai évoqué très rapidement quelques aspects de sa vie, et je voulais mentionner le fait qu'il était en marge de la marge par le fait qu'il n'était pas question pour lui de vivre l'amour de Dieu au travers d'une institution quelconque, même si cette institution-là, je parle du mysticisme soufi, qui n'est pas une institution, mais pour lui, c'en est une dès qu'elle est régulée, dès qu'elle ne lui permet pas d'actualiser son expérience selon sa propre connaissance ou son propre amour de Dieu. Là, dès lors, ça devient contraignant. Puis, il s'est fait arrêter plusieurs fois aussi. C'était un peu... là, on va faire le rapprochement chrétien occidental. C'était le genre de messie prêcheur qui se promenait à la mosquée, dans les souks, un peu pour déranger, en répétant sa poésie, en répétant, en pleurant son amour de Dieu, tandis que pour celles et ceux qui sont familières avec l'islam, c'est complètement hors de question
verset, mais vraiment ce qu'il a dressé sur la croix, c'est les paroles qu'on a interprétées comme étant « Je suis Dieu ». « Ana al-Haq », qui veut dire « al-Haq », c'est la vérité en arabe, mais c'est l'un des noms de Allah aussi. Donc c'est « Je suis la vérité » ou « Je suis ». Donc « Je suis Dieu ». C'est ça, cette métaphore criminelle. Et ce rapprochement interdit. Oui. Et parlant de rapprochement, je vais pas essayer je peux essayer grossièrement une analogie, mais je vais quand même essayer d'improviser une autre communauté qui est beaucoup plus contemporaine aussi, puis on pourra encore revenir à ces enjeux-là un peu plus tard aussi, ou avec le public également. Mais je pense qu'il y a une autre communauté quand même qu'on peut créer ici. Alors, c'est la littérature comparée, même si les membres de cette même communauté ne se connaissent pas directement. Il me semble qu'il y a quand même dans notre cher département, pour ainsi dire, une sorte de sympathique mafia de la métaphore dont tu fais quand même partie involontairement. Et quand je parle d'une mafia de la métaphore, c'est sympathique en soi. Mais je pense entre autres à l'autrice qui vient de publier aussi sa thèse, Catherine Lemieux, qui porte également sur la consommation et sur les puissances de la métaphore. Et en fait, j'aimerais lire juste un petit extrait de sa thèse et faire une comparaison en fait avec un passage aussi de ton mémoire. Donc, tenez-vous bien, il faut que je lise un petit moment. C'est pas très flatteur pour moi. Oh non, non, t'inquiète, j'ai bien fait mon collage, c'est bon. Donc, prenez patience, ça devrait durer 2 minutes à peu près de lecture, donc respirez bien. Je commence par Catherine Lemieux. Les vérités de la métaphore défient le patronage de la raison. Rappeler à ces vérités est nécessaire pour étudier les modes d'expression d'une intelligence qui dépasse son exercice mesuré et conscient. Bachmann, Platt et Duras ont écrit pour connaître, voir plus loin, et non dans le but exclusif d'émouvoir ou de choquer. Les réduire au rôle de trouble-fête participe de l'obscurantisme qui départit la littérature de son apport important à la connaissance. L'interdépendance de la littérature et de la pensée n'est pas refoulée gratuitement. Elle procède d'un réflexe conservateur qui réduit le développement spirituel à un élevage doctrinaire. La métaphore, puisqu'elle révèle des liens occultes plutôt qu'elle ne répète des liens éprouvés, construit une connaissance fragile qui appelle la protection de l'institution en même temps qu'elle la dédaigne. Une métaphore purement irrécupérable n'existe pas, tout comme la poésie pure, idiomatique, intraduisible, n'existe pas. Catherine Lemieux, et maintenant Myriam Smith, je vais citer plus longuement. Là où l'expérience mystique est avant tout définie par son actualisation à travers le dépouillement des sens, son inscription langagière par le biais de la métaphore, créer un pont, créer une liaison. Entre le sensoriel et l'inconnaissable, la sensibilité et l'ineffable, le spirituel immatériel et le bouillonnement d'existence, en rappelant la vie, en faisant mouvement vers la substance qui fait acte d'entreprise, de comprendre ce qui autrement se perd dans les méandres de l'esprit qui ne peut se lire, se dire par lui-même. La mise en scène, la mise en forme mystique est ultimement métaphore en ce qu'elle instaure une tension déconcertante entre les choses et l'idée d'eux. Dialogue où la pensée, dans un mouvement pour préserver son bouillonnement, est remuée par la métaphore, expose et explore son cheminement fragmenté que la raison, dans un discours figé par l'entêtement à se borner au langage discursif, ne peut traduire. Déroutante explosion, le savoir et la construction d'érudition des modernes et contemporains ne peuvent que s'écrouler à leur lecture. Les attributs projetés au travers d'une foule de figures, d'images, mots, pensent et décuplent l'intensité, les lieux de rencontre, la fusion. Cette surprise jaillissante, cette translation altère nécessairement ce que j'arrive à comprendre. Anomalie du discursif, la métaphore n'est pas que le ramassis de figures et images étourdissantes, mais surtout perturbe ce que nous pensions offrir à notre cognition. La production écrite mystique et déformante, c'est le modus operandi de la métaphore, qui se saisit de l'idée, du concept linéaire de l'existence d'une pensée, d'une raison objective, et laisse saillir l'impossible de la chose. Parce que la raison objective, d'une autre façon qu'elle, est mensonge. La métaphore, elle, la crève, au creux de l'imaginaire, autre part dans une fantaisie propre au littéraire, où elle est à même d'affecter celle qui la croise. Fin de citation. Mon Dieu, je m'attendais pas à ce que ça sonne comme ça lorsque quelqu'un allait lire mon mémoire à voix haute. Ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Très solennel. Oui, oui, c'est le texte qui invite, hein, je pense. Donc, question, je te laisse un peu aride si tu veux boire un peu d'eau. Penses-tu qu'il y a une possibilité de rapprochement
entre vos pensées, malgré la différence notoire des textes explorés. Si je pose la question, c'est surtout par souci de montrer qu'il y a des liens qui peuvent exister malgré tout entre les projets assez éclectiques, insolents, bizarres, qui sont encore autorisés par notre discipline qui est la littérature comparée. Oui, évidemment. Mais justement, ça, je peux rebondir sur ce que j'ai dit un peu plus tôt. Le fait est que mes obsessions découlent du constat de l'insuffisance du langage, puis notre manière de revenir à cette autorité-là et non plus du corpus. Donc, peu importe la différence entre nos deux corpus, elle s'intéresse également et de manière encore plus, disons, poussée à cette idée où la métaphore permet de propulser la pensée ou de déclencher justement sa continuité, tandis que le langage usuel va rendre cette pensée-là statique, où on fait juste circuler autour des mêmes statuts langagières qu'on restaure, ou du moins auquel on pense tout simplement plus. Donc je pense que oui, il y a une communauté de la métaphore, surtout si on pense au fait, si on voit même un peu plus large, ou si on s'autorise à penser que le fait même de sortir du langage discursif ou d'une connaissance qu'on s'oblige à penser de manière linéaire, puis mais c'est ça, d'une cognition obligatoire pour connaître ou toucher le monde ou le sens. Mais si on va dans cette optique-là plus large, bien entendu, il y a de la communauté avec nos visions de la métaphore, comme il y a de la communauté un peu partout dans notre vision du littéraire, qui se veut source d'une connaissance, qu'elle soit sensible ou autre, mais qui permet de dévoiler aussi. Puis qui dévoile le langage comme étant mouvant, ce qu'il est réellement, puisqu'on oublie. Oui. Parce que j'ai déjà dit, mais... Oui, mais il faudrait tout Oui, c'est la répétition, c'est normal. Oui, parce que pour moi aussi, c'est quand même assez important quand même que de briser toutes les illusions de la solitude qu'une personne à l'université en recherche peut ressentir aussi. Et quand même, c'est assez intéressant ou extraordinaire que quand même il y ait une telle proximité ou de telles analogies qui soient autorisées par vos approches quand même de la métaphore, même si vous ne vous répétez pas l'une et l'autre. Bien sûr, au contraire, c'est tout à fait complémentaire, disons, vos efforts, à mon sens. Après aussi, d'ailleurs, j'inviterai des gens également à lire la thèse de Catherine Lemieux aussi, qui est superbement écrite, sans quoi, pour continuer aussi avec ton et moi, en fait, je vais continuer l'exercice de lire certains extraits, parce que je te connais... Et oui, puisque je te connais quand même un peu aussi, je suis toujours content... Oui, comme un tantinet quand même. Puisque je te connais comme un tantinet, que j'ai pu te suivre aussi dans la rédaction du mémoire, je sais qu'on peut avoir tendance des fois à être modeste par rapport à la valeur de sa production et aussi, disons, à se cacher dans certains passages, ou, disons, essayer comment dire, essayer de se cacher dans certains passages, mais que finalement, dans ces mêmes passages, on se dévoile dans toute sa présence. C'est comme le fait... Tu as trouvé des passages dans lesquels... je me couvre d'une certaine modestie. Non, au contraire, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt des passages dans lesquels les manquements à la modestie sont faits. Et moi, ça me plaît, mais après, Bon, lis-moi ça. Oui. Donc, très... il y en a... En fait, j'en ai trouvé quand même 3-4. Ça peut chier. Mais moi, je suis très content. Moi, il faut détruire cette modestie-là. En plus, en littérature comparée, on a ce beau jeu-là quand même que de ruiner les laisses universitaires qui autrement nous tiennent. C'est vrai, je martèle qu'il faut propulser la pensée, puis là, je vais me couvrir. Oui, puis je veux dire, c'est quand même des questions assez sérieuses quand même que tu poses. Permets-moi de te citer avec toi-même. Donc, je recommence à nouveau, je cite Myriam. Pourquoi Dieu est un homme? Figuration et aporie conceptuelle qui commencent peu à peu à être ébranlées, à la mesure de questionnements féministes et inclusifs notamment, d'une remise en cause de cette invisibilisation langagière voulue et accidentelle d'un genre. Pourtant, le langage et sa nature protéiforme pourraient y échapper, et les attributs que nous avons croisés de la métaphore permettraient une représentation forte et vivifiante, dont les configurations n'auraient rien d'une existence cristallisée. Pourquoi ai-je moi-même masculinisé Dieu tout au long de mon écriture? J'en comprends et sais que c'est un choix langagier que j'ai suivi, puisque cette question m'en est même pas apparue commune. Son genre, sa personnalisation humaine et masculine est figée, dans un mode d'expression, une apparence dont on a enfoui et oublié la provenance. Mais alors,
La véritable interrogation, me semble-t-il, est celle qui demande pourquoi Dieu est écrit et dit homme et qu'on ne s'en étonne même plus. Je pense que c'est déjà une première piste d'éclaircissement qui permettra de continuer à exposer ce qui permet à la métaphore, à l'inverse, de structurer une pensée vivante et mouvante. Dieu et homme, conception et idée statique dont l'autorité immémoriale rend tabou le renversement, le mouvement qui s'efforce à démontrer une erreur dans la véracité et l'immuabilité que l'on accorde à cette proposition dans le langage. Dès que l'on essaie de s'en emparer, se produit, comme toutes ces choses qui sont érigées comme objet-vérité, une résistance philosophique et autoritaire, un appel à la vérité, une négation de la vie fluctuante du langage. Quand même, c'est assez direct dans cette espèce de prise de position face à une certaine autorité institutionnelle. Il y a plusieurs charges quand même, comme ça que tu distribues aussi. Il y a quand même, et les attaques qui sont faites sont aussi mêlées à une sensibilité qui me semble être une position assez, pour moi, remarquable, disons. Je sais pas si tu veux commenter sur ces passages plus personnels ou sur l'écriture du jeu aussi dans ton mémoire, par ailleurs, puisque je vais probablement citer d'autres passages où le jeu aussi est assez... Oh, oui, c'est pas fini. Hein. Il y en a encore 3-4, mais je vais peut-être en lire seulement un ou deux autres selon ton énergie et aussi le temps qu'il nous reste pour l'entretien. Ben, j'avoue que... Bon, c'est ça. Évidemment, c'est un entretien friendly, donc je suis pas venue extrêmement préparée à ce genre de questions précises. Je sais pas si je peux nécessairement gloser sur cet extrait-là, mais plutôt dire que rebondir sur cette utilisation du jeu ou de ces questions personnelles et cette attaque-là justement à cette autorité figée du langage. Mais quant à moi, ça me semblait absurde de faire un mémoire, d'écrire un discours qui s'adresse à la problématique d'une pensée qu'on stoppe et de stopper la mienne pour suivre nécessairement, pour m'inscrire en dialogue avec d'autres autrices ou auteurs, pour être certaine de commenter assez bien du Ricoeur qu'on a entendu 150 millions de fois quand on parle de la métaphore. Donc pour moi, c'était un jeu aussi, c'était de parler de cette propulsion de la pensée-là. Ça me permettait d'arrêter de stopper la mienne comme je l'ai fait, comme on le fait tout le temps, mais comme je l'ai fait également dans mes études, dans cette position-là de malaise ou de modestie beaucoup trop assumée par rapport à une autorité. Donc là, c'est moins une... Et cette utilisation du « je laisse », c'est moins un vouloir, parce que il y a du « je », je sais, ou « nous », je le dis même dans l'avant-propos, c'est moins un vouloir d'endosser quelque chose que de juste suivre le mouvement non pas ordonné du langage, mais juste un peu ces éclats-là de la pensée, de ma pensée, de toutes nos pensées qui n'est pas linéaire, et d'écouter ces éclats qui sont les miens, mais qui sont aussi ceux d'autres également. Mais je pense que ce sont des attaques aussi nécessaires si je parle du fait que le langage demeure statique. Si là, tout à l'heure, j'ai mentionné la question du concept, puis on en parle, j'en parle dans cette citation sur pourquoi Dieu est un homme, puis je l'écris, puis je m'en étonne même plus. C'est... qu'est-ce que je veux dire? mais c'est justement... le concept. Oui, je parlais par rapport au concept, mais c'est ça la pensée aussi. Ouais. On oublie, on rebondit, on crée autre chose. Je pense que c'était probablement la meilleure chose à faire dans le cadre de cette réflexion-là, de me permettre de penser, tout simplement. Oui, puis si tu permets de penser ainsi, c'est aussi parce que tu as aussi une posture d'héritière par rapport à ces textes-là auxquels tu es sensible aussi, justement. C'est quand c'est ça que tu peux essayer de reprendre quand même cette puissance-là que tu as pu détecter dans ces mêmes textes, je pense, aussi. Du moins, c'est une chose que tu sembles le dire de temps à autre, dans certains moments du mémoire aussi. Tu t'en souviens mieux que moi de mon mémoire, j'ai l'impression. Oui, je me passe quand même un bon moment à le fouiller, puis j'ai quand même lu... c'est sûr que la première fois que j'ai lu, c'est dans un contexte un peu plus, disons... rapide, mais j'en ai relu beaucoup d'extraits. Non, c'est très, très
bien écrit. Et d'ailleurs, je voudrais donner encore des preuves de sa bonne écriture si le public m'autorise à nouveau à lire. Non, mais il faut demander quand même. Hein. Moi, je sais bien que je suis une espèce d'autorité qui parle depuis tantôt, mais il faut quand même essayer d'être démocrate un peu, minimalement. Donc, oui, je peux encore lire. Merci beaucoup. Myriam aussi, je peux lire? Ouais, vas-y. On fait en lire en voix haute. Oui, je pourrais. Des mémoires. Oui, je pourrais postuler éventuellement. Écoute, si ça m'a. Ouais, si mes autres problèmes ne marchent pas, je pense que je vais essayer une partie de mon job là-dedans. Merci pour le conseil. Avec plaisir. Donc, Myriam, je te cite à nouveau. Je suis voué, malgré moi, à faire la figuration d'une figuration dont il ne me reste que des éclats. J'émule le vide devant lequel l'inconnaissable, son cryptage textuel me laisse et je tente de le traduire selon ma propre voix. Hériter des traces, des métaphores issurtes, voulant proposer une lecture singulière de la non-présence de Dieu, suppose de recevoir ce surplus de sens, cet excès de présence qui, dans un désir de l'élucider, me laisse penser que je tisse mes propres liens, tout en me rappelant sans cesse à l'absurdité du réel. Cependant, il est toujours cet élément, cette particule éclairante comme le swing Gadamer, qui s'impose au regard et à l'interprétation. Par sa singularité, cet élément éclairant sort du lot et appelle ma conscience et mon attention. Celui-ci permet de dessiner un champ de possibilités, un horizon de sens qui s'élargit et où mes présomptions futures iront se nicher. C'est pas mal. C'est une de mes parties les moins préférées. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'aime beaucoup, au contraire. Et tu vois, pour moi, c'est complémentaire d'un autre passage que j'ai beaucoup aimé, puis je pense que c'est celui-là que tu aimais bien aussi quand je te montrais certains passages que je pensais t'infliger en lecture publique. Et c'est où est-ce que tu reviens une fois encore plus directement à la notion encore plus directement à la métaphore. Qu'est-ce qu'une métaphore, sinon le moment, l'événement où l'univers entier crie son étrangeté, me réveille brusquement d'une torpeur où, sonné, j'avais appris à la désavouer. Dans l'empressement, l'habitude de réciter les mêmes mots, le maintenant de la communication qui m'absorbe dans le quotidien, la pensée reste en suspens, elle-même ne pense plus. C'est dans l'angoisse de perdre ce qui m'est déjà acquis par les constructions langagières que j'ai nié mon désir de connaître, que l'angoisse de la mort, du vide, me fait rebrousser chemin. Je me retire à nouveau dans cet espace rassurant du discursif, cette bâche rationnelle, tendue entre mes limites et ce que j'ignore. Elle retient ma chute vers les soubassements de mon intelligence, ma faculté de créer un lien avec ce que j'ai décidé de ne plus voir. C'est quand même pas mal ces moments-là, quand même assez sensibles que tu avais pu t'adonner aussi à des espèces d'élan un peu plus, disons, poétiques ou poétisants aussi. Tu as quand même aussi une prise de liberté assez radicale par rapport à d'autres personnes dont j'ai pu lire des mémoires et je peux même m'inclure dans ces communautés de personnes qui se tiennent en laisse des fois. Je trouve quand même que c'est assez impressionnant que tu aies pu t'adonner quand même à ce genre de lyrisme, mais qui est en même temps très très critique aussi et très très précis, ça me semble quand même dans son énonciation aussi, parce que je connais beaucoup de gens qui pourraient s'essayer, et je m'inclus à nouveau dans ces gens, qui pourraient s'essayer à formuler par exemple, genre d'enjeu sur une métaphore et qui seraient tout de suite cassés par, disons, l'impossibilité de bien maîtriser le sujet. Ben, merci. Je t'en prie. Bon, oui, mais ça revient... Ben, c'est gentil de dire ça, mais je pense que ça revient encore à l'idée du fait que pour me permettre d'écrire sur cet arrêt de penser-là que la métaphore parvient à interrompre, mais il me fallait aussi me mettre dans cette posture-là où je me soumettais pas nécessairement à une autorité, qu'elle soit philosophique, théologique, lorsque j'écrivais, alors que c'est des sujets extrêmement intimidants. Je veux dire, écrire sur l'expérience mystique, tu te heurtes à des milliers d'agiographies, des milliers de définitions, puis tu as quand même celles qui sont, disons, érigées comme étant... canoniques. Et canoniques, exemplaires, celles à suivre, mais en même temps, il me fallait me permettre de m'y plonger à ma manière, puis justement de naviguer ces éclats-là que ça provoquait en moi pour réellement être intègre aussi dans ce processus d'écriture-là, parce que tu parles du fait que c'est une position extrêmement poétique, poétisante, lyrique, mais c'est comme ça que je l'ai pensé d'une certaine manière, puis je voulais pas rentrer dans une
rhétorique qui m'éloignait encore plus soit celle, justement, d'utiliser un discours discursif, rationnel, voire scientifique pour parler d'un sujet comme ça. C'est un non-sens. Oui. Puis ça endort le sens du sujet. Oui, puis en même temps, c'est que c'est comme une vacance aussi, tu prends quand même de l'université en faisant ça. C'est-à-dire que c'est comme une suspension quand même, d'une espèce de fidélité qu'autrement on doit quand même à l'institution par rapport à un devoir de clarté absolue ou un devoir quand même de rigidité scientifique. Oui, c'est plutôt la rigide, parce que je pense pas, puis c'est ça, là, ça serait nier le pouvoir du littéraire. Je pense pas que la clarté est omise du fait qu'on permet au langage ce pourquoi il est là, qu'on se rappelle du fait que nous l'avons créé, puis qu'il n'est pas situé devant nous. Mais bien sûr, comme tu dis, on est tenu en laisse par beaucoup d'impératifs à l'université, puis de cette ressaisie-là de ce pouvoir langagier, c'est dur à faire, mais c'est aussi une question, puis là on parle dans des termes plus de recherche étudiante, d'encadrement, c'est une question aussi d'avec qui j'ai travaillé, quel sujet, qu'est-ce que... Parce que c'est clair que c'est... Oui, il y a des parties qui sont irrecevables quand même, qui seraient irrecevables dans d'autres départements. Je sais même pas comment ça va être reçu, là, cette mémoire-là. Sinon, ce sera un bel hommage à Hillage et à d'autres aussi, si jamais. C'est ça. Et sinon... Si jamais refusé, c'est pas grave. Oui, c'est ça, c'est pas... Mais j'aurais peut-être une dernière question, puis ensuite on pourra juste s'enregistrement, puis on va passer à une partie plus ouverte avec le reste du public aussi, puisque évidemment on va pas vous enfermer dans l'enregistrement, vous autres. Non? Non. Ça aurait été chouette. Non, je pense que c'est ce qui est prévu pour le moment. À moins qu'on... Mais on peut quand même enregistrer les questions, mais peut-être que les gens sont plus à l'aise si on se laisse en enregistrement aussi, c'est ça. Enfin, on pourra faire le sondage après. Mais ensuite, c'est une question qui ouvre peut-être sur une autre thématique qui n'est pas adressée, disons, peut-être directement, enfin, de façon clandestine peut-être dans ton mémoire. Sinon, puis c'est aussi parce que, une fois encore, je te connais, je sais que c'est quand même dans les choses qui te préoccupent quelque peu, mais je sens que tu voudrais peut-être aussi ouvrir le sujet encore comme de ces ouvertures métaphoriques, ce sujet métaphorique limite, je dis ici, mais aussi à des possibilités décoloniales, postcoloniales aussi, si tu continues au doctorat. Et à ton avis, comment est-ce que tu pourrais opérer une jonction entre, disons, ce sujet qui est quand même très épistémologique, poétique, et quelque chose qui renvoie à une réalité, disons, qu'on dirait peut-être plus concrètement politique. Ça aussi, je sais que c'est peut-être une question un peu dure, mais à ton avis, comment est-ce que tu peux esquisser une genre de jonction entre ces différents intérêts-là que tu commences à avoir? Ou que tu voudrais rallier plutôt? Mais je pense qu'il y a une partie du mémoire qui est citée où je disais que je ne faisais que de la figuration, Ben, c'est un peu ça, en ce moment, l'étude des discours et de l'expression mystique et des vies de saintes, de saints. On s'autorise a posteriori à les cantonner à certaines traditions, à ériger certaines figures comme étant valides et d'autres non. Tandis que tout ce qu'on fait, puis ça c'est mon meilleur ami de Certeau qui me l'a bien appris, tout ce qu'on fait, c'est justement, on reçoit des discours qui, de par notre propre herméneutique, notre interprétation textuelle et celle, bien entendu, qui a été érigée en tant qu'autorité, que l'on suit souvent très aveuglément, mais on s'autorise à séparer ou à catégoriser. Puis c'est pour ça, dans mon mémoire également, je me permets pas de parler de... je pique un peu, je vais jamais parler de mysticisme, parce que c'est la poésie qui ont utilisé les figures dont je parle, c'est l'expression, l'inscription langagière première d'une expérience qui autrement est muette, puis immobile. Puis je pense que là où la question décoloniale est extrêmement importante, c'est juste d'ériger comme canonique ou exemplaire certaines expériences occidentales, certaines manières d'écrire, et de faire de l'expérience mystique chrétienne un peu ce point de ralliement, ou même juste en ne parlant pas des autres expériences, mais ça l'était directement. Donc, je pense qu'il y a une manière, en
épousant une posture plus humble de par le fait qu'on étudie des discours, ben, il y a une manière de le faire d'une bonne manière, où on inclut tous les discours, ben, au mieux, et au gré de nos connaissances. Et c'est clair que moi, je veux dire, je suis arabe, je lis, je parle arabe, ces connaissances-là me permettent d'inclure quelque chose qui tue aussi, mais... Ou sinon qui a fait l'objet aussi de discours très très orientalisants aussi, ou exotisants. Oui. On avait parlé une fois du... en fait, diwan en arabe, c'est recueil, rassemblement de textes, puis il y a beaucoup d'orientalistes qui s'époumonnent à dire que la poésie perse essentiellement est extraordinaire dans cette... je sais pas comment dire, mais c'est juste des... C'est très réducteur bien sûr. Comme approche, puis ça comprend pas nécessairement cette poésie. Puis, mais je pense que je sais pas encore si je vais faire un doctorat, mais c'est clair que j'aimerais inclure une étude plus vaste et de corpus qu'on invisibilise souvent et qui nous sont peu connus, puis aussi de nous repositionner puis re-questionner aussi cet idéal de l'histoire blanche occidentale qui efface les apports qu'elle a volés ailleurs. Et voilà. Oui. Ben, je sais pas, tu veux parler de Hallaj? Oui, mais en fait, même par rapport à Hallaj, par exemple, je sais pas ce que lui aussi a quand même, enfin, lui aussi j'imagine, qu'il y a des interprétations quand même aussi orientalisantes ou exotisantes de celui-ci. Par exemple, Massignon, je l'ai pas tellement lu, mais est-ce que c'est quand même une façon de l'incorporer ou de le présenter qui est quand même assez, disons, respectueuse? Est-ce que tu es en accord avec ce que Massignon fait comme présentation de la passion d'Hallaj? Ben, c'est une étude, je dirais, c'est pas... Je pense que c'est un désir de l'amener en Occident. Moi, je l'ai pas trouvé trop orientalisant dans sa posture, mais c'est vraiment une étude extrêmement rigide et plate. C'est juste une étude de contexte qui permet vraiment une connaissance accrue et du contexte halajien et de la manière dont les confréries fonctionnent. Donc, là où je dirais que c'est un peu... je pense que ce qui est toujours le problème, c'est dans l'interprétation textuelle dans l'après-coup, puis c'était la même chose quand on parlait de... Quand je vous ai dit, quand j'ai parlé de ce qu'il avait fait crucifier, le An al-Haq, c'est aussi ça prend aussi quelques pages dans mon mémoire où lorsqu'on analyse réellement les particules, c'est ce que ça dit, c'est la vérité, en fait. Mais l'interprétation textuelle dans l'après-coup fait en sorte qu'on peut ramener à ça, je suis la vérité. Oui, puisqu'en plus, en littérature comparée quand même, disons, je ne sais pas qu'il y a des grandes modes, mais par rapport aux langues quand même, la plupart des personnes, disons, qui personnellement, soit des germanisants ou encore des hispanicisants, ou des personnes, ceux qui incorporent d'autres médiums à leur réflexion, mais les traditions, disons, arabisantes sont quand même largement exclues souvent de la pensée comparatiste aussi. Oui. Et quand même, la littérature comparée essaie souvent une espèce de cliché qui colle à la peau, qu'on est tellement ouvert que on est quand même dans la reconduction souvent quand même du canon occidental, où on reste quand même en négociation quand même avec les postures. Oui, les œuvres mondiales. Je pense un des premiers cours obligatoires, c'est quoi les œuvres mondiales? La Bible et Goethe. Donc techniquement, c'est un peu... Est-ce que tu veux qu'on passe à la partie où être avec le reste du public? Oui, évidemment, je suis un peu tannée de te parler. Oui, c'est bon, parfait, merci. Quelle belle façon de clore. Oui, parfait. Les limites du disciple, hein, c'est bon. On peut quand même donner une main d'applaudissement, je pense, à Myriam. Merci.
Ceci marque la fin de l'entretien. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à suivre la page Facebook de Postscriptum pour avoir accès aux événements que nous organisons ainsi qu'à nos publications. Merci beaucoup de votre écoute.